cette communication-là s'inscrit, est un peu comme un prélude à l'essai que je vais écrire dans le cadre de mon mémoire sous la direction de mon directeur ici présent. Et donc, je vais lancer différentes pistes. Voilà, je lance différentes pistes dans cette communication et on verra qu'est-ce qu'on en fait. Je souhaite explorer l'utilisation et la mise en texte des sons, plus particulièrement des bruits, dans un roman contemporain initialement publié en 2014 aux éditions de Minuit par l'écrivain français Laurent Mauvignier, intitulé Autour du monde. Donc, c'est assez récent quand même, 2014. Et pour résumer sommairement l'œuvre, c'est un roman de 411 pages composé de plusieurs histoires qui pourraient s'apparenter à des nouvelles, hormis le fait qu'elles ne se terminent pas. Donc, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de fin ouverte. Les changements de chapitres sont simplement indiqués par une photo. Et donc, ces photos annoncent un changement de destination et d'histoire et de personnages. Et c'est une façon assez abrupte de faire des transitions entre les différents épisodes racontés, puisque ces transitions se font souvent au sein d'une même phrase. Donc, on a une longue phrase dont le début conclut le chapitre en cours, avant de s'intéresser à un nouveau protagoniste évoluant dans un nouveau décor et un nouveau pays. Donc, ces changements brutaux s'effectuent sciemment d'un seul souffle, si on exclut la photo, qui est comme une espèce d'indice visuel. Évidemment, ce procédé-là peut paraître un peu retard, voire irritant. Donc, ces liaisons étranges, par ailleurs, qui laissent une impression de collage artificiel, de destin les uns à la suite des autres, ne sont pas sans rappeler la proximité qui est imposée et aléatoire des étrangers dans tout voyage en transport de masse, parce que Laurent Mauvignier est un écrivain qui s'intéresse beaucoup. Il a écrit aussi un roman qui s'intitule « Dans la foule ». Donc, il s'intéresse à cette réalité-là de la masse en hypermodernité, on va y revenir. Et donc, le malaise aussi qui peut ressortir de cette proximité imposée. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a essayé de faire, en tout cas, avec ces transitions-là. Donc, le roman fonctionne comme un roman à relais, à la différence près qu'il n'y a pas de passation réelle de paroles entre les personnages, qui sont pour la plupart en déplacement et qui se trouvent sur divers continents. Et donc, ces personnages ne possèdent aucun lien entre eux, ils ne se croisent à aucun moment et aucun motif ni aucune réalité ne les lie. Leur seul point en commun est de vivre à la même époque, au même moment, donc de voyager et d'entendre parler à un moment ou à un autre du tsunami qui a lieu dans le nord-est du Japon. Donc, c'est en 2011. On a quand même une référence à un événement concret. Donc, en ce sens, le roman procède à une coupe synchronique du temps pour nous proposer une sorte d'état des lieux imaginés en divers endroits à un moment précis. Le temps de ce roman étant celui de la catastrophe nippone aux échos mondialisés. Donc, qu'on vient de préciser que je m'intéresse à l'utilisation du bruit et à ses diverses incarnations dans le texte même, afin de comprendre son rôle dans le récit, mais aussi pour en mesurer les effets littéraires. Donc, il s'agit du bruit dans sa textualisation, donc son rendu sous forme de texte, au regard de ses représentations concrètes, soit une onde produite par une ou plusieurs sources parvenant à un auditeur qui est en présence de ces sources, et de ces représentations médiées, donc provenant de dispositifs de retransmission. Donc, si je m'attarde par exemple sur une des histoires de l'œuvre, il y en a plus d'une dizaine, où les personnages se retrouvent plongés dans un ailleurs particulièrement bruyant. Je pense par exemple à celle qui commence dans un aéroport en Israël. L'accumulation de bruits et de codes incompréhensibles, les codes non reconnus devenant forcément du bruit, induit une complexité difficile à interpréter pour les personnages. Mais il faut souligner que la tentation de l'exotisme est souvent mue en partie par ce désir souvent inconscient de ne pas comprendre et par la fascination des codes qui sont autres que les siens.
Donc, le surplus de bruit en ce lieu crée une certaine saturation qui exige une attention plus sélective et qui plonge une grande part de l'environnement immédiat dans l'indistinction pour le personnage. Donc, précisons que le bruit ambiant, le chaos comme celui qui est vécu à l'aéroport, où un attentat semble être survenu, sans que la protagoniste puisse en être certaine, parce qu'elle entend des choses mais elle ne comprend pas. Toutes les manifestations sonores, en fait, proviennent d'une source à identifier. Et c'est souvent l'incapacité d'identifier cette source qui induit l'angoisse chez les personnages. Donc, on pourrait aussi distinguer diverses catégories qualitatives des sons présents dans l'œuvre de Mauvigné. Donc, il y aurait d'abord la catégorie des bruits de la nature, des animaux, ceux de la vague déferlant sur le Japon, ceux de l'eau contre la coque du bateau encerclé de pirates, les pépiments d'un oiseau dans une cage, dans un appartement de Jérusalem. On a les bruits humains, comme le murmure indistinct de Yuko qui n'arrive pas à crier à son amant de ne pas aller vers la mer. Les voix de Yona et Luli, deux personnages qui s'engueulent sans parler la même langue. Donc, leurs invectives sont réduites aux sonorités propres à l'espagnol et à l'hébreu, sans qu'il y ait compréhension de part et d'autre. Donc, la citation qui illustre ça, je ne vais pas vous la lire au complet, mais « La femme avance, les yeux brillants de larmes, son air bouleversé et furieux. La fille traverse le palier et gueule à chaque pas des mots incompréhensibles, de l'hébreu octé, déchiqueté, comme fracassé, des mots qui ne ressemblent pas à des mots, d'aucune langue, d'aucun pays, de nulle part, de personne. » Et autre catégorie, on a celle des bruits rediffusés ou médiatisés, soit ceux retransmis par les écrans, les téléphones, la radio, les écouteurs ou tout dispositif de transmission sonore d'information. Autre citation qui illustre ça, qui se passe dans un voyage en Italie. « Alors maintenant, elle n'y pense pas. Elle est fatiguée, la journée a été épuisante et demain sera aussi une journée épuisante. Peter a parlé du Caravage et de comment ça s'appelle. Elle a oublié, elle a du mal à retenir les noms italiens. Tant pis, elle se laissera guider comme aujourd'hui. Elle prend alors la télécommande de la télévision et s'installe sur le lit en s'adossant contre le mur. Au moment où la télévision s'allume, Fancy regarde Peter pour voir si le son ne le réveille pas. Elle baisse le volume et laisse les voix et les sons si bas qu'elle n'entend qu'un froissement aigu comme des papiers de bonbons qu'on chiffonnerait. Et donc, au final, on pourrait aussi créer la catégorie des bruits du monde, qui serait la masse indistincte de toutes ces catégories fusionnant ensemble, ce que j'appellerais le magma sonore du monde contemporain, ou l'immense soupe où se retrouve tout ce qui n'est pas nécessairement écouté, mais perçu. Donc, ce voile ou ce liant qui entoure les êtres en présence d'un même bruit global, et qui peut être perçu comme un témoignage direct du présent de la vie qui se déroule dans un lieu donné. Donc, comme l'a souligné le compositeur et théoricien américain John Cage, le bruit est un témoin de la vie plus direct que le discours. Donc, lui, il donnait évidemment l'exemple du bruit du trafic dans les rues de New York. Et si le bruit entendu par un sujet en présence de sa source, même si cette source est invisible, peut être envisagé comme un élément de surface ou un signe témoignant d'un corps en présence, de micro-mouvements ou de micro-incidents, de manifestations de la nature ou de catastrophes. Il en va autrement des bruits médiatisés qui sont forcément de l'ordre de la trace. Et donc, si on s'attarde à la fonction narrative des bruits, je crois que ça peut être une bonne piste de distinguer si ceux-ci sont sous-tendus par une intention communicationnelle ou s'ils visent à témoigner d'une présence, d'un incident ou d'un accident. Donc, on pourrait, par exemple, distinguer le son d'un klaxon d'automobile, qui est un bruit sous-tendu par une intention communicationnelle. Même chose pour une cloche d'une école primaire ou les applaudissements à la fin d'un spectacle. Et à l'inverse, les bruits comme ceux de la circulation automobile, des vagues de l'océan ou d'un estomac affamé qui gronde ne découlent pas de la volonté de communiquer un message, mais traduisent l'état des mouvements qui animent un humain, une ville, un lieu donné.
Et donc, dans le roman de Mauvigné, on a par exemple des bruits de la jungle qui nourrissent l'angoisse du personnage Alec, personnage qui est en vacances en Thaïlande et dont la femme disparaît dans la jungle à la faveur de la nuit. Donc, il avait dû chercher et attendre, faire le tour de la maison et laisser les bruits de la nuit exciter sa peur et son inquiétude. La masse noire et profonde de la jungle, formant comme une ceinture, interdisant l'entrée d'un monde où la fraîcheur et le grouillement nocturne semblaient ouvrir à une autre réalité. Il avait regardé cette masse, dense comme un mur végétal, qu'il n'aurait pas pu regarder très longtemps, sans risquer de se dire tout à coup que c'était là-dedans forcément que J.C. était entré. Donc, ça c'est un peu ma tentative de classer un peu les fonctions des bruits. Pour ce qui est du contexte socio-historique dans lequel évoluent les sons inscrits dans la trame narrative autour du monde, comme vous avez vu dans mon titre, il y a hypermodernie, qui n'est pas un mot qui existe, mais je voulais en faire une sorte de contrée à partir du terme hypermodernité, puisqu'on peut postuler qu'il s'agit de ceux de l'hypermodernité, si, évidemment, on adhère aux thèses des chercheurs qui défendent cette dénomination pour désigner l'ère actuelle. Donc, dans un article intitulé « De la postmodernité à l'hypermodernité », Sébastien Charles avance quelques raisons qui justifieraient ce changement de régime, reléguant la postmodernité au plan des grands mouvements passés, concluant en gros que le terme postmoderne ne semble plus pouvoir rendre compte des réalités d'aujourd'hui. Cette assertion, évidemment, ne peut être faite qu'au regard de ce qui a été associé par le passé au terme postmodernité. Évidemment, je reste critique face à cette tentative de catégorisation de l'époque actuelle, parce que c'est toujours un peu risqué de faire ça, mais j'aime particulièrement son hypothèse qui veut que ce changement de paradigme socio-historique soit aussi entraîné par la mouvance lexicale de l'hyper ou la multiplication des références à des événements dont hyper est le dénominateur commun, comme hyper-terrorisme, hyper-puissance, hyper-consommation, hyperactivité, hyperlien, hypertexte, etc. La notion d'hypermodernité, telle que définie dans L'étang hypermoderne de Gilles Lipovetsky, qui est un ouvrage préfacé par Sébastien Charles, se forme tout d'abord sur une mise au rencard de la postmodernité qu'il définissait lui-même dans l'ère du vide comme une ère postdisciplinaire par rapport à la modernité, et donc une époque fondée sur l'hédonisme, nourrie par la société de consommation, ayant explosé après la mort des utopies sociétales, des grandes utopies. Donc, qu'est-ce qui distinguerait alors la postmodernité de l'hypermodernité? Et est-ce que la postmodernité est nécessairement de l'hypermodernité? C'est évidemment, ça reste à voir au regard des critiques et réponses que va recevoir l'ouvrage de Lipovetsky au fil du temps et du consensus qui va être adopté par les chercheurs pour définir notre époque. Je pense qu'il est encore trop tôt pour statuer là-dessus, mais le terme hypermodernité, selon moi, a le mérite de souligner la surenchère, notamment celle de la surconsommation et de la logique consumériste qui a envahi toutes les sphères de la société, y compris celle du savoir, comme le souligne Lipovetsky. Donc, la volonté de caractériser une époque étant hautement périlleuse et pratiquement seulement envisagée avec un certain recul, le début de l'hypermodernité n'est pas précisé dans l'essai de Lipovetsky, mais on pourrait y aller grossièrement par décennies et poser son premier jalon vers le début des années 90 avec l'avènement de l'ère de l'information, suivi de l'explosion des réseaux sociaux dans les années 2000 et de la naissance de ce qu'on pourrait nommer l'hyper-soi, ou cette capacité nouvelle de l'être humain de pouvoir faire grand bruit et de s'exprimer de façon virtuelle en relayant ses mots, sa voix, des images, des vidéos, des textes, et en se démultipliant au moyen d'avatars. Donc, le fait de pouvoir, au moyen d'objets portés sur soi, comme autant de prothèses habilitantes, être assis, l'air de rien, à une terrasse, avec une sangria, diraient certains journalistes, de pouvoir déclencher du bout des doigts une tempête médiatique, de lancer un phénomène viral à l'échelle planétaire, d'envoyer un commentaire qui s'affichera à la télévision ou de débattre avec des inconnus à propos de tout, de rien. Ce pouvoir nouveau constitue à lui seul une surenchère ou une enflure des possibles du soi. Et c'est en tout cas une piste à explorer plus avant.
Dans une telle optique, il me semble ainsi que bon nombre des personnages de Mauvigné autour du monde voyagent en hypermodernie, c'est-à-dire une contrée fantasque et virtuelle faite d'amalgames, de renseignements, d'images et de sons aux sources souvent occultes et perdues. Donc, les personnages se heurtent sans cesse à des écrans actifs ou passifs où la catastrophe tourne en boucle, puisque dans chaque histoire, on fait référence à la catastrophe qui est en train d'avoir lieu au Japon. Et les personnages même traînent avec eux, sur eux, dans leur poche, les bruits du monde en perpétuelle concurrence pour obtenir leur attention, et peu importe leur origine d'ailleurs. Et bon, pour ce qui est du terme bruit-écran, il vise à désigner un ensemble bruyant ayant le double pouvoir de masquer ou de réfléchir ce qui se déroule autour des personnages. Donc, en partant du principe que chaque bruit réinvente l'histoire du social qui se trouve dans son rayon, la portée des bruits médiatisés étant évidemment beaucoup plus grande, je conçois le bruit-écran comme un phénomène d'indistinction qui me semble bien illustré dans le roman de Mauvigné. C'est un bruit dont la source n'est pas en présence de celui qui est exposé ou dont les sources multiples ne peuvent être toutes identifiées précisément ou observées en même temps. Donc, ce qu'on désigne communément par des termes impliquant la présence de plusieurs sources, comme la rumeur, la clameur, le brouhaha, le chaos. Le bruit-écran serait donc autant celui qui provient ou émane de diverses sources et qui finit par former un tout, une image ou une tapisserie sonore, mais aussi celui qui empêche la communication et qui brouille les interactions. Donc, on retrouve ces deux types d'utilisation dans le roman de Mauvigné. Bon, par exemple, avec des voix entendues au loin, ils pourraient encore s'enfuir, ils pourraient peut-être, puis très vite, ils ne peuvent plus. De partout, on crie, l'alerte est partout, sirène, alarme, les voix, les cris, les regards et la terreur et l'incrédulité. Mais pour lui, le vacillement de l'alcool vacille en lui, Guillermo vacille en Guillermo, et il va marcher vers la plage parce qu'il entend des voix qui viennent de là-bas, qu'on vient de là-bas. Donc, dans cet extrait, le personnage est... Bon, l'alcool endort sa vigilance, en fait, et il est attiré par les voix indistinctes qui se trouvent évidemment du côté de la mer où il ne doit pas aller parce que la vague va arriver. Mais c'est l'humanité de ce son qui est indistinct, qui exerce un attrait irrésistible. Et on retrouve souvent cette combinaison-là de bruit contre voix, ces dernières servant souvent à s'orienter, alors que le bruit ou le fracas ambiant ont souvent l'effet inverse, c'est-à-dire de désorienter ou d'induire une perte de repère. Et on retrouve un autre bon exemple de bruit-écran dans l'histoire d'un homme qui voyage seul sur un bateau de croisière. La discothèque fermait à 2 heures du matin, ça lui laissait un peu de temps. Il mettait son casque pour écouter des symphonies de Mahler et de Beethoven, ou alors il écoutait en boucle Mozart l'Égyptien, qu'il préférait à Bach l'Africain. Et tant pis si le bruit, les grésillements intempestifs de la Macarena et des vieux tubes de Dépêche Mode venaient jusqu'à lui pour trahir les violons dans ses écouteurs, et que les basses, basiques, grossières, venaient lui soulever le cœur et s'infiltrer en lui pour siffler dans ses os. Donc l'homme se retrouve ainsi attablé dans une discothèque pour observer les gens, mais il refuse d'entendre la musique tonitruante qu'on lui sert et préfère s'isoler en écoutant des sonorités choisies par lui, se murant dans un refuge sonore que lui procurent ses écouteurs, le bruit ambiant lui parvenant tout de même de façon déformée. Donc, cette ambiance sonore tonitruante composée de musique qui ne lui plaît pas et donc qu'il refuse d'écouter et de conversations qu'il juge insipides. Autant de sons qui pourraient avoir une signification, mais qu'il relègue au plan d'agression ou de nuisance, dont il se protège en s'isolant dans une forteresse de musique qu'il estime noble et qui mérite donc d'être écoutée. Et donc, c'est un exemple probant qui illustre la hiérarchie classique découlant de la connotation péjorative du mot bruit contre celui de musique au sens de composition appréciée par l'auditeur, le mot bruit servant le plus souvent à dénigrer la musique qui ne plaît pas à un sujet. Donc, la mise en échec des bruits extérieurs sert ultimement au personnage à affirmer son identité et à en préserver son intégrité par le refus du bruit écran.
de ce lieu qui projette tout ce qu'il déteste, alors qu'il y va parce qu'il n'y apprécie que le spectacle visuel des danseurs et des jeux de lumière. Donc, au fil de mes réflexions, j'en suis venue à me demander si le bruit ne serait pas un élément constitutif du présent narratif en fiction. Si son utilisation dans les descriptions et son intrusion dans les dialogues ne constituerait pas en grande partie la recette du mortier du présent ou de l'effet de présent dans une œuvre comme celle de Mauvigny. Donc, dans la perspective de l'œuvre à l'étude, le présent est invariablement soumis au projet initial des voyageurs et aux retombées anticipées du périple entrepris, ceux-ci étant mis en échec par le présent et par ses bruits imprévisibles. Ainsi, le bruit constitue un puissant outil fictionnel permettant à l'écrivain de représenter le présent, d'en inscrire la sonorité dans l'histoire racontée, dans une volonté narrative d'illustrer un rapport temporel immédiat entre un personnage et le monde qui l'entoure, pour en quelque sorte inquiéter le discours attribué au personnage et créer des revirements. Dans le cas qui nous occupe, puisque les personnages se retrouvent dans des lieux inconnus, soit impersonnels ou de transit, le bruit raconte ce qui se passe autour d'eux et constitue à lui seul une trame interprétable, un surplus de sens faisant fi du discours indirect libre utilisé par l'auteur pour raconter ses histoires et les intentions, désirs et ambitions des personnages. Donc, et le désir, évidemment, est un élément important ici, puisque la mobilité des voyageurs en découle. Si on s'attarde donc aux histoires qui composent le livre Autour du monde, on peut y déceler, du point de vue de l'intrigue de chacun des récits, un point en commun, c'est que l'expérience du monde et de sa bruyante altérité heurte invariablement les protagonistes et réduit à néant le rêve du voyage anticipé ou les motifs qui en alimentaient le désir. Et ce désir est forcément induit par la fascination de l'ailleurs, et non pas de l'ailleurs dans sa réalité pleine, mais de l'ailleurs comme concept, comme représentation. Et c'est ici que le bruit intervient à grands coups d'autres dérangeants. Cet autre dont la présence sonore s'agrippe au fil qui dépasse du rêve initial du voyageur et tire dessus jusqu'à le détricoter, car l'autre pourrait aussi bien être cet amas de fils entortillés dont on ne saisit pas la configuration, faute de ne pas l'avoir côtoyé assez longtemps. Et donc, si nous sommes dans un monde saturé de bruit écran où l'hyper-soi et ses avatars se propagent et se multiplient, l'écoute du bruit du monde, de ces catastrophes et de leurs manifestations relayées par les médias ne semble pas générer autant d'empathie que lorsqu'un auditeur est en présence de la source et des personnes touchées de près. Et les réactions des personnages du roman de Mauvigny vont en tout cas dans ce sens. Et ce que je trouve ultimement intéressant dans l'utilisation que fait Mauvigny du bruit dans son œuvre, c'est l'espace du non-dit qui se crée, que crée la trame des bruits du texte entre cette trame, donc, et le discours des personnages. Donc, cet écart, pour moi, constitue une plage idéale où peuvent se glisser des paradoxes, des incertitudes pour donner un certain relief au roman et procurer une illusion donc d'immédiateté lorsque la source est en présence du sujet, alors qu'un certain éloignement et une temporalité différée, modulée, intervient dès qu'il s'agit de bruit médié. Et donc, le voyage s'anticipant et se vendant comme quelque chose d'extraordinaire, l'infraordinaire ou le bruit de fond qui constitue chaque instant de notre quotidienneté, pour reprendre une formule de Pérec, ce bruit de fond se retrouvant évidemment à l'étranger, dans le quotidien de l'autre, pourrait être considéré comme un moteur indispensable de la mise en texte du présent, élément qui peut contribuer, comme dans le cas qui nous occupe, à transformer le voyage en aventure. Voilà.